pensait retrouver sa mère biologique, elle a découvert un trafic international d'enfants. 22h47, France. Dans un petit appartement, Nalini Priya ouvre un dossier pour en savoir plus sur ses origines. Elle est née au Sri Lanka, adoptée en France à 1 mois. Elle croyait à l'histoire classique d'une enfant recueillie par hasard. Mais très vite, les incohérences s'accumulent. Des documents falsifiés, des signatures qui ne correspondent pas, des tampons officiels inexistants, des témoignages contradictoires, puis achetés. Derrière cette fraude, il semblerait qu'existait un véritable réseau. Des centaines d'enfants arrachés à leur famille, vendus à l'étranger sous couvert d'adoption légale. Un trafic dissimulé, parfois relié aux zones les plus sombres du web. Alors, les questions s'imposent. Qui se cachait derrière ces filières? Combien d'enfants ont été effacés des registres? Et jusqu'où allait ce commerce d'êtres humains? Vous allez découvrir l'enquête glaçante de Nalini Priya. Un récit de mensonges, de violences et de vérités qu'on a voulu enterrer. Bienvenue dans StoryCube. Il y a ce fameux vendredi soir et mon adoptant va débarquer dans la pièce en furie. Il va m'attraper par les cheveux, il va me jeter par terre, il va me coincer entre le coin du lit et la porte et il va me rouer de coups. Moi je me pisse dessus, je vous le dis honnêtement, je me pisse dessus, je suis terrorisée. Mes adoptants ont acheté un enfant, ont sélectionné un enfant comme on sélectionnerait un paquet de PQ au supermarché. C'est vraiment une marchandise. Et elle va me dire cette phrase: alors, t'as appris quelque chose? Je vais découvrir ce que c'est que les fermes à bébés. Donc c'est des maisons où en fait tu as des bébés qui sont à même le sol sur des matelas. Et puis tu as des femmes qui sont payées pour jouer le rôle des mamans, qui viennent, qui mettent des biberons et qui se cassent quoi. Qui m'annonce que l'intégralité de mon dossier d'adoption est faux. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien. Les lieux ne correspondent à rien, les dates ne correspondent pas. Cette maman est inconnue. Ouais, là c'est dur. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Nalini Priya. À la naissance, elle a été victime d'un trafic d'enfants et violentée par sa famille adoptive. Je te propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Avant qu'on parle de révélations, d'enquêtes, sur tout ce que tu vas découvrir, est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ressemblait ton enfance, tes premières années Déjà au sein de la famille, il y a un manque de soins évident. Quand tu dis un manque de soins, ça commence. Par exemple, je vais te donner une anecdote. Ma grande sœur, puisqu'ils ont une fille biologique, donc on va l'appeler la grande sœur, fait de la gym. Et donc un soir, on va la récupérer. Et moi, j'ai 5-6 ans. Et je m'agite, je commence à faire des roulades sur un tapis, comme tout enfant classique. Et en fait, je me craque le bras et je me casse le bras. Et je suis en train de hurler, je suis en train de pleurer. Et on me dit: ah mais c'est bon, tais-toi, arrête de pleurer, t'as rien, voilà. Et il faut savoir que le gymnase, il se trouve à plus de 45 minutes du domicile. Donc on fait le premier trajet, 45 minutes. On arrive à la maison et en fait, moi j'avais mon manteau. Donc déjà, elle m'enlève mon manteau, elle me tire sur le bras. Donc déjà, tu vois, j'ai un bras cassé. Ouais, donc imagine, elle me tire sur le bras. Et là, elle me regarde, elle dit rien, pas un mot, rien du tout. Elle regarde mon bras et en fait, mon bras avait doublé de volume. Parce que quand t'as une fracture, ça gonfle. Bien sûr. Et là, mon bras avait doublé de volume. Elle me regarde, elle me dit: bon, on n'a pas le choix, il faut retourner à l'hôpital. Et donc, on refait 45 minutes de voiture en sachant que l'hôpital se trouvait à 10 minutes du gymnase. Donc, tu vois, on a préféré finalement me faire de la route et me faire passer après parce qu'on m'a fait croire que c'était rien, alors qu'on aurait pu m'emmener directement. Moi, demain, mon fils, il se fait mal, je l'emmène direct. J'attends pas, je lui dis pas: attends, on va attendre demain pour voir si ça passe. Tu vois, je l'emmène tout de suite parce que si jamais il y a quelque chose de cassé, au moins c'est pris en charge rapidement. Là, non. Et puis, à 10 ans, je me lève un matin, j'ai très très mal au ventre, plié en deux. Là, mon adoptante qui est en train de dormir, qui me dit: oh, tu me fais chier, tu me saoules, va te recoucher, ça va passer. Au final, je me fais opérer en urgence. J'ai déclenché une crise d'appendicite très très aiguë. Et en fait, il se trouve que je suis atteinte d'une maladie transmise par mon animal de compagnie. C'est un petit cochon d'Inde. Donc c'est ce qu'on appelle une zoonose. C'est une maladie que les animaux peuvent transmettre aux humains. Et donc en fait, je me retrouve avec plein de ganglions, plein le ventre. Et donc là, ils annoncent à mon adoptante, au bout de 2 heures d'opération: écoutez, on va devoir continuer l'opération parce qu'en fait, elle a des ganglions partout et on se demande si c'est pas cancéreux. Donc c'est quand même une grosse opération. Moi, j'ai 10 ans. Je me réveille en salle de réveil, complètement dans les vapes et tout ça. Et puis après, on me remonte dans ma chambre. Et c'est le jour même de l'opération, 18h. Mon adoptante, elle me dit: allez, on va se mettre debout, on va marcher. Je me mets debout. Forcément, mes genoux, ils lâchent. Je sors d'une anesthésie générale pendant 4 heures. J'ai 10 ans, faut imaginer un peu le truc. Je commence à m'effondrer. Et là, il y a l'infirmière qui arrive et qui dit: mais vous de quoi là en fait? Non, on va la remettre se coucher. Elle tient pas sur ses jambes. Ça sert à rien. Ah c'est bon, là, elle fait du cinéma. Non, en fait. Donc il a fallu qu'il y ait quelqu'un d'extérieur pour intervenir, pour
pour mettre fin à tout ça. C'est à ce moment-là où en fait je vais m'apercevoir que mon corps change, que la puberté arrive et que mon corps ne m'appartient plus. Après l'adoptant va prendre le relais, donc lui. Et lui, il est sans pitié. À la moindre frustration, à la moindre contrariété, je deviens son punching ball. C'est-à-dire, j'aurais... Un jour, il est en train de faire de la plomberie dans le sous-sol. Moi, je suis en haut, je fais du coloriage vers la cheminée, tu vois, je suis tranquille. Puis à un moment donné, j'ai soif. Donc je vais me servir un verre d'eau. Sauf que comme lui, il est en train de faire de la plomberie en bas, il s'est pris de l'eau en pleine tronche. En l'espace de 30 secondes, il est remonté en furie et il m'a mis une claque. Ma tête, elle a fait un 360 et il est parti. Donc là, tu vois, je commence à sentir que le vent tourne pour moi. Il va falloir que je me dépatouille. Et puis, il y a ce fameux vendredi soir où je rentre d'une semaine d'école, de gym, de violon. Donc voilà, c'est vendredi soir, c'est 21h. Je suis en week-end et mon adoptante vient me faire mon violon. Elle me dit, tu vas faire ton violon. 21h, moi, j'ai juste envie, c'est d'aller me poser, d'être tranquille, de lire une BD et de... voilà. Non, tu vas faire ton violon, tu vas travailler ton violon. Et tout. Donc, je vais dans cette fameuse pièce, très austère, donc très froide. Et puis, je sors mon violon, mais j'en joue pas. Et mon adoptant va débarquer dans la pièce en furie. Il va m'attraper par les cheveux, il va me jeter par terre, il va me coincer entre le coin du lit et la porte, et il va me rouer de coups. J'ai pris coup de pied, coup de poing, j'ai pris des droites, on m'a tiré les cheveux. Moi, j'ai mon violon contre moi, je me dis, je le serre fort parce que je me dis, tu vois, ça va peut-être me sauver la vie. Mon adoptante débarque dans la pièce, elle lui dit, attention au violon, hein. Et elle prend le violon, elle se casse, elle ferme la porte. Et lui, il continue. Il se décharge, il se défoule. Moi, je me pisse dessus, hein, je vous le dis honnêtement, je me pisse dessus, je suis terrorisée. J'ai jamais connu autant de violence. J'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les cuisses, j'ai mal au ventre, j'ai mal partout. Et il me regarde, il me dit, maintenant tu nettoies tout et puis tu vas faire ton violon. Et après ça, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que j'ai fait, je peux pas te dire parce que j'ai aucun souvenir. Comme si j'avais voulu oublier, je sais pas. Le mec, il part toute la semaine bosser, il rentre, le premier contact qu'il a avec son enfant, c'est pour lui taper dessus. Moi, j'ai pas eu un bon jour. On m'a directement tapé dessus. Je peux te garantir que ce jour-là, il a tout niqué. Il a tout brisé. Le lien entre un parent adoptif et son enfant, c'est déjà un lien très fragile, qui se construit avec de la confiance, du temps et de l'amour. Là, il a tout brisé. Ce jour-là, je lui ai souhaité sa mort. Vraiment. J'ai jamais été mauvaise à ce point-là, mais là, j'ai souhaité sa mort. J'ai souhaité que les vendredis soirs ou les dimanches soirs, il se tape un putain d'accident et qu'il rentre jamais à la maison. Depuis ce jour-là, en fait, il est là, il est présent, mais pour moi, il n'existe pas. Tu vois, un jour, j'ai 15 ans, 14-15 ans. J'ai mal au ventre. Donc, je suis au collège, j'ai mal au ventre. Le matin, avant de prendre le bus, je dis à mon adoptante, maman, j'ai mal au ventre, j'y arrive pas. Elle me dit, c'est pas grave, tu vas au collège. J'arrive au collège, j'ai mal au ventre. Le prof me dit, va à l'infirmerie. Je vais à l'infirmerie, donc déjà, je suis dans un collège privé, hein, donc l'infirmière, c'était une nonne, voilà. Okay. Et elle me regarde, elle me dit, non, mais c'est bon, t'as rien, remonte en classe. Ok, donc je passe toute la journée comme ça. Le midi, je mange pas parce que j'ai tellement mal que je suis recroquevillée, je suis dans un coin. Le surveillant vient me voir, il me dit attends, ça va pas? Je dis bah non, j'ai mal au ventre depuis ce matin, ça va pas, j'ai vraiment très très mal. Il me dit bah écoute, on va attendre et puis on va voir comment ça se passe. L'école finie, je pars à mon entraînement de gym. Je dis à mon entraîneur, hein, et je sais qui exactement je vais pas la citer, mais je sais quel entraîneur c'était. Je lui dis j'ai mal au ventre. Ah c'est bon, arrête ta comédie, ça va passer, vas-y, va t'entraîner. Ok. Le soir, c'est 20h, donc tu vois, je suis encore en train de m'entraîner. 20h, tu vois, je suis encore au gymnase. Je monte sur la poutre, je fais un mouvement, je glisse, je tombe, je me relève plus. Les pompiers arrivent en urgence, ils me voient, ils me disent non, il y a un truc qui va pas. La petite, elle a mal au ventre, elle est pliée en deux, il y a un truc qui va pas. On m'emmène à l'hôpital. Une bonne grosse demi-heure après, on m'envoie en urgence au bloc opératoire parce que j'ai une torsion de l'ovaire. J'ai failli perdre mon ovaire. Et là, tu te dis, mais putain, vous êtes des adultes, quoi. Comment vous avez pu me laisser toute la journée dans la douleur sans m'écouter? Et pour te dire à quel point je pense que mon entraîneur a culpabilisé, c'est que quand je suis sortie de l'hôpital, elle est venue m'offrir un cadeau, elle est venue m'offrir ma première bouteille de parfum, histoire de dire allez, c'est bon, je suis désolée, machin et tout. Et moi, je l'ai regardée, j'ai fait non, mais en fait, merci pour le cadeau, mais c'est bien gentil, mais en fait, j'ai failli perdre mon ovaire, en fait. C'est pas anodin, hein, quand t'as 14-15 ans, d'avoir une torsion de l'ovaire, hein, c'est pas quelque chose de commun, hein, pour une jeune adolescente. Hein. Donc, et là, c'est la première fois que je vois mon adoptante qui
va entre guillemets prendre ma défense puisqu'elle va voir l'infirmière du collège. Puis elle va lui dire, oh, dis donc, quand il y a un enfant qui se plaint et tout, vous le renvoyez pas. Ma fille, elle s'est fait opérer en urgence d'une torsion de l'ovaire, ça aurait pu être pris en charge plus tôt. Non mais en fait, c'est quel genre de culot ça? Parce qu'en fait, moi, quand je suis partie au collège, je t'ai dit que j'avais mal au ventre, tu m'as quand même envoyé. Donc, tu vois, c'était des moments tout le temps comme ça. Et puis, il va y avoir ce moment tragique pour moi, puisque dans ce collège-là, mon meilleur ami, qui est aussi un enfant adopté, il a 16 ans, voilà, a décidé de mettre fin à ses jours. J'ai perdu mon meilleur ami. Il faut savoir que pour moi, c'était mon grand frère. Il s'appelait Anthony Raffin. C'était mon grand frère de cœur. On sait pourquoi? On sait qu'est-ce que c'est? Non, on sait juste que il est tombé du balcon. Pour moi, c'est la fin de tout, parce que c'est mon copain enfant adopté, c'était mon grand frère protecteur, c'était un vrai rayon de soleil. Moi, j'ai rien vu. Donc je me sens coupable parce qu'il était toujours là pour moi. Puis au final, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Je suis pas sûre d'avoir été une bonne amie. Donc c'est sa maman, donc, qui était ma prof de physique-chimie, qui m'appelle et qui m'annonce ça. Et là, mon adoptante, elle va me regarder, elle va rien me dire, pas un mot de gentillesse, pas un mot d'empathie. Et elle m'a emmenée à l'enterrement, donc à la cérémonie à l'église. Limite, elle avait le sourire, quoi. J'ai mon premier fils, donc je deviens maman, donc tu vois, je suis heureuse, je suis censée l'être, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me tourmente parce qu'en fait, on commence à parler, si tu veux, de maladies héréditaires. Moi, je suis là, j'en sais rien, je suis adoptée, donc je sais pas si j'ai transmis quelque chose à mon enfant. Donc en fait, si tu fais à ce moment-là, je vais commencer à me reposer des questions sur mon adoption, vouloir comprendre certaines choses, à vouloir savoir des choses. En fait, je vais me heurter à un mur. Ma mère, mon adoptante, ne veut pas communiquer avec moi sur ce sujet-là. Elle botte en touche directement, c'est-à-dire qu'en gros, quand je vais lui demander mon dossier d'adoption, ça va être oh non, je sais pas où il est, ou alors ah non, je sais pas, ou des fois c'était non. Hein. Nature peinture, c'était non. Moi je laisse tomber. C'est comme si elle cachait quelque chose, quoi, finalement. Mais moi à ce moment-là, je le sais pas, j'ai pas ce sentiment-là qu'elle cache quelque chose. Je me dis juste, ça doit la déranger parce qu'en fait, je me mets à la place d'un parent adoptif quand son enfant va commencer à rechercher ses origines, ça doit générer quelque chose, tu vois, ça doit te déranger quand même parce que y a peut-être cette peur que on retrouve une maman biologique, donc que cette maman vienne remplacer alors que pas du tout. À ce moment-là, t'as pas forcément de doute encore sur ton adoption, d'accord? Non, et puis moi je vais continuer ma vie, je vais me marier. Ça a été un moment difficile parce que mon adoptante m'a regardée le jour de mon mariage. Hein. Je suis en robe de mariée, je suis coiffée, je suis bien habillée. Tu vois, elle me regarde et puis elle me dit si t'avais été moins grosse, t'aurais été plus jolie dans ta robe. C'est dur à entendre. C'est quand que t'as commencé à avoir des doutes ou à commencer à enquêter un peu là-dessus? C'est à partir de 2019. 2019, en fait, je vais rencontrer une connaissance sri-lankaise. On va sur mon lieu de travail, on va sympathiser. Et elle m'invitait à boire le café chez elle et puis elle va me dire au fait, t'es au courant de ce trafic d'enfants et tout? Moi j'en avais vaguement entendu parler, mais si tu veux c'était tellement loin et puis on m'avait tellement raconté une version idéalisée de mon adoption, je me suis dit mais non, mais ça me concerne pas. Donc en fait je lui dis mais ça me concerne pas. On t'avait raconté quoi? Moi, on m'a raconté que ma maman était cueilleuse de thé, qu'elle était pour et que donc elle avait déjà un enfant hors mariage et que donc elle m'avait placée à l'adoption pour m'offrir une meilleure vie. On m'a raconté que, à la base, mes adoptants ne devaient pas adopter au Sri Lanka, ils devaient adopter au Mexique, mais que ça n'avait pas pu se faire parce qu'il y avait eu un tremblement de terre et que les frontières avaient fermé, et donc ils étaient partis au Sri Lanka. On m'a raconté que j'avais vécu 1 mois dans une maison d'avocate avec ma maman, et que le jour du jugement, ma maman m'a remis dans les bras de mon adoptante et que j'étais rentrée en France. Donc tu vois, c'est finalement une version assez idéalisée du truc, et moi à ce moment-là, j'ai aucun souci avec ça. Vraiment, je me dis, mais c'est clean. Vraiment, c'est clean. Mais ça me reste quand même en tête. Tu vois, je me dis, tu sais, ça trotte quand même, ça te travaille. Tu te dis, mais pourquoi et tout. Et puis, à partir de mai 2019, le comportement de mon adoptante va changer vis-à-vis de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle va commencer à me faire des réflexions. Par exemple, Shanti, c'est le prénom que soi-disant ma maman biologique m'a donné. Et donc on est chez eux, on est à table, et puis il y a mon ex-mari en face, et puis je lui dis, tu sais, moi mon prénom c'est Shanti et tout. Il me dit oui, je sais et tout, et je lui dis, Shanti ça veut dire bénédiction. Et là mon adoptante qui était derrière son comptoir, elle me regarde, elle me dit, ouais, Shanti ça veut dire bénédiction, mais toi t'es loin d'avoir été une bénédiction.
Ok, super. Donc là déjà, en fait, t'es en train de critiquer mon prénom, de me faire passer pour la mauvaise, hein, pour la gamine terrible. Et puis en plus de ça, tu utilises le seul truc que ma maman m'a laissé. T'es en train de dénigrer le dernier cadeau que ma maman biologique a fait. Ça passe pas en fait. Moi, là, à ce moment-là, ça passe pas. Je me dis, mais comment elle peut faire ça? Les semaines passent, elle se retrouve chez moi. Et puis, nature peinture, hein. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Hein. Vraiment, elle arrive devant moi, elle me regarde, elle me dit ah, toi, t'es vachement clair de peau hein, pour une Sri Lankaise. Hein. Je me demande si ton père, il est pas blanc. Et elle se casse. Et moi, je suis là en train de couper, tu sais, mes légumes. Je suis choquée, mais vraiment, je suis là. Mais elle sait que je suis en proie à des questions parce que je lui ai demandé plusieurs fois mon dossier d'adoption. Elle sait que j'ai envie de savoir la vérité. Et toi, tu viens et tu m'attises comme ça, tu mets la carotte sous le nez et puis tu te casses et tu me laisses en plan. Enfin, je trouve ça horrible, moi. Je sais pas, moi, ça me viendrait même pas à l'esprit de faire ça à mon enfant. Et donc là, je me dis, il y a un truc. Je me dis, c'est pas possible. C'est trop gros et son comportement a changé trop vite pour qu'il y ait pas quelque chose. Et donc là, pas très bien, mais je vais mentir. Je vais lui faire croire que j'ai un rendez-vous chez le psychologue et que je dois parler de mon adoption et donc j'ai besoin de mon dossier d'adoption. Il faut savoir que de 25 ans à 32 ans, je lui ai demandé. Hein. Elle a toujours refusé. Hein. Et là, contre toute attente, elle va me dire « Ok, pas de souci, je te le donne ». Donc là, je me dis Et même mon ex-mari, il me dit « Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est trop gros, en fait. Vraiment, ça va pas. » Et le jour où elle va me donner, donc elle est chez moi, elle me regarde et en plus elle fait ça devant tout le monde. Hein. Elle me regarde, elle me dit tiens, j'ai quelque chose pour toi. Et elle me tend une enveloppe. Une enveloppe, mais absolument dégueulasse, tu vois, la vieille enveloppe craft pliée en deux, froissée, ouais. Tu vois, tu te dis, ça fait vraiment vieille enveloppe que t'as cachée au fond d'un tiroir ou derrière une commode, tu sais. Ouais. Tu sens que ça fait vraiment le truc. Et elle me donne ça, elle me dit, et puis donc moi je la saisis. Donc elle a encore sa main qui le tient, elle me regarde et elle me dit par contre c'est à moi donc tu me le rendras. Et moi dans ma tête je me dis mais bah non en fait c'est pas à toi, c'est mon histoire donc en fait c'est à moi donc en fait je vais la garder. Hein. Je lui dis pas hein, mais dans ma tête c'est déjà tout vu. Dans ma tête je me suis dit ben non en fait non je vais pas te la rendre. Et je vais la cacher. Parce qu'ils sont là, je me dis j'ai trop peur qu'elle la reprenne. Ouais. Donc je vais la cacher dans mon placard et puis j'attends le soir qu'ils partent et puis je vais l'ouvrir cette enveloppe. Et je suis très déçue parce que déjà il y a 8, sans compter les photocopies, hein, il doit y avoir 6-7 papiers qui se courent après. Tu vois qu'il n'y a pas de soin. Moi, j'ai des copines, leur dossier d'adoption, c'est dans des classeurs, dans des pochettes transparentes où on sent qu'on a voulu prendre soin, qu'on a voulu laisser quelque chose, que l'enfant ait quelque chose. Moi, j'ai une vieille enveloppe pourrie avec des papiers pourris, quoi. Donc déjà, le manque de soin, tu vois, je me suis dit, mais putain, ça fait partie de mon histoire. Comment tu peux négliger ça, quoi? Donc déjà ça. Et puis après, je suis quand même... un autre côté assez contente parce qu'il y a le prénom de ma maman dedans. Il y a des noms de villes, il y a tout. Donc il y a un peu l'histoire aussi. Il y a un papier qui raconte l'histoire de ma maman et de mon papa. Donc je suis un peu rassurée parce qu'en fait, moi, si tu veux, comme j'étais en recherche d'infos et tout ça, t'as très vite fait d'inventer des scénarios. Je suis assez contente finalement. Et puis ça va me soulager, mais à un court instant, parce que quelques jours plus tard, mon adoptante va m'appeler. Elle me dit bonjour et elle va me dire cette phrase. Alors, t'as appris quelque chose ? Ça, c'est absolument pas le genre de question qu'on pose à son enfant quand il vient de découvrir son dossier d'adoption. Je suis catégorique. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'on dit à son enfant. On dit plutôt, est-ce que tu as regardé ton dossier ? Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que tu as besoin d'en parler ? Ça, c'est des questions qu'on pose. Mais alors, tu as appris quelque chose ? Non. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je dois apprendre ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je dois apprendre pour que tu commences à flipper et que tu me poses la question ? Et donc moi, très naïvement, je lui dis, je suis contente, j'ai vu qu'il y avait le nom de ma maman, le nom de mon papa, ils racontent leur histoire, et puis, en gros, je lui dis, tout va bien, quoi. Donc, on va continuer. Donc là, si tu veux, ça va m'apaiser, on va dire ça comme ça va m'apaiser, parce que j'ai les réponses à mes pseudo-questions, et donc, on est content. Septembre 2023, je rentre du travail, je me pose sur le canapé, il y a mes 2 fils à côté de moi qui sont en train de regarder un animé à la télé, et puis moi, je suis en train de scroller sur Insta, et puis je vais tomber sur la vidéo d'un jeune homme sri-lankais, né en 84, au Sri Lanka, et
qui va raconter mot pour mot la même histoire que la mienne. Maman pauvre, maison d'avocate, les mêmes mots. Maman biologique qui remet le jour du jugement le bébé dans... Enfin, vraiment les mêmes mots, la même histoire. Donc là, si tu veux, à ce moment-là, je me dis, est-ce que je suis en train d'halluciner? Donc en fait, je vais identifier quelqu'un à qui j'ai raconté mon histoire depuis des années et je vais lui dire, est-ce que c'est moi ou est-ce que tu entends la même chose? Et est-ce que là, je peux commencer à m'inquiéter? Et donc elle va répondre, elle va me dire, non. Tu n'es pas en train d'halluciner, c'est exactement ce que tu me racontes depuis 7 ans. C'est la même histoire. Donc là, je me mets à pleurer en fait. Là, je me dis, non, c'est pas possible. Je me suis dit dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible, ils ont pas pu me faire ça. Tu dis quoi à ce moment-là, que l'histoire a été reprise de eux, ils ont juste inventé une fausse histoire J'en suis même pas là. J'en suis à me dire, mais comment ils ont pu me faire ça? Comment ils ont pu se donner, tu sais, bon chic, bon genre et sauver les apparences alors que si ça se trouve, ils ont fait ça. Et si tu veux, je suis dévastée, je suis en train de pleurer. Je contrôle pas en fait, je suis en train de pleurer. Et donc je vais écouter la suite de cette interview et il va donc parler d'une certaine Madame Pereira qui est la tête numéro 1 du trafic. Il va expliquer ses méthodes. Donc soit elle volait des bébés dans la campagne, ça doit pas être très joli. Soit elle volait des bébés à la maternité en faisant croire qu'ils étaient morts alors qu'en fait ils étaient bien en vie. Et elle les stockait dans des fermes à bébés en attente d'être placés. Il va aussi parler d'un groupe de soutien qui s'appelle Info Fraude Sri Lanka sur Facebook, où justement 2 personnes qui ont découvert le trafic en 2017 aident les enfants adoptés à se reconnecter à leurs origines. Il va aussi parler d'un reportage, donc ça s'appelle Envoyé spécial et c'est les enfants volés du Sri Lanka et il a été diffusé à la télé en mai 2019. Et là, je commence à tiquer, je me dis, mai 2019, c'est bizarrement le moment où le comportement de mon adoptante a changé vis-à-vis de moi. Donc là, je me dis, si ça se trouve, ce reportage, elle l'a vu. Elle s'est dit, mince, je vais bientôt être découverte, donc il va falloir vite que je trouve une solution et que c'est pour ça qu'elle m'a donné mon dossier d'adoption. Et que c'est pour ça. Elle a essayé de vite cacher sous le tapis la vérité en essayant de me donner d'autres infos. Donc à ce moment-là, moi je suis dévastée, je pars m'isoler dans ma chambre. Je vais reprendre ce fameux petit dossier d'adoption qu'elle m'a donné, cette fameuse enveloppe, et en fait là je vais découvrir en gros, comme ça, des tampons Pereira de partout. Qui est le nom de la trafiquante. Donc là, je me dis, non, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. Et puis, je vais voir qu'en fait, tous les gens qui ont pris part à mon dossier, donc que ce soit des agents administratifs ou des traducteurs, portent le nom Pereira. Alors là, je me dis, c'est quand même fou que toutes les gens qui ont pris part à mon dossier s'appellent Pereira. C'est quand même une coïncidence de malade, hein, quand même, hein, je tiens à le préciser. Donc, je me dis, non, il y a un truc chelou. Je vais sur le site Info Fraude Sri Lanka, je vais refaire tout l'historique et en fait, je vais découvrir 3, voire 4. Le 4e est un peu différent, mais en tout cas, 3 témoignages similaires aux miens. Mais quand je te dis similaires, c'est maman cueilleuse de thé, pauvre, qui a passé 1 mois dans une maison d'avocate et qui a été remis la même histoire. Hein. Et c'est pourtant des enfants nés à des années différentes de la mienne. Donc là, je me dis, bah, tu sais quoi, c'est pas possible autrement. Enfin, je peux pas nier ce qui est évident. Pour moi, là, c'est évident. Ça va être le début d'une descente aux enfers, mais phénoménale. Je vais passer par toutes les émotions possibles. Début décembre, le 2 décembre, bah, le corps lâche. Ouais, le corps lâche, le mental suit plus. Très, très dur, vraiment. J'ai failli sauter du 4e étage. J'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de me lever. C'est mes enfants qui m'ont sauvé la vie. C'est eux qui venaient me voir le matin pour me dire « Allez maman, va prendre ta douche. Tiens maman, je t'ai fait une assiette de pâtes. » C'est mon fils qui m'a retenue par la fenêtre, qui m'a dit « Maman, arrête de te pencher, viens vers moi, s'il te plaît. » J'ai honte. J'ai honte parce que je suis l'adulte, c'est les enfants. C'est moi qui aurais dû m'occuper d'eux, pas l'inverse. Donc j'ai honte. Mais sans eux, je serais pas là. Et puis, ils m'auraient pas donné de la force pour entreprendre ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire relever la tête. Je vais me plonger dans ce dossier d'adoption et puis finalement, je vais voir qu'il y a plein d'incohérences. Mais c'est encore très minime par rapport à ce que je vais apprendre après. Donc par exemple, je vois que sur un document, ma maman, elle a 32 ans, puis sur un autre, elle a 25 ans. Je vois que, soi-disant, parce que mon adoptante me l'a dit, je suis censée être née à 1,6 kg. 20 jours plus tard, je fais 2,5 kg. Tu vois, c'est plein de petites incohérences comme ça. Et puis je comprends pas aussi le fait que ma maman
soi-disant, selon les papiers, elle est censée habiter dans le sud de l'île. Elle aurait accouché à plus de 6 heures de chez elle alors qu'elle n'a pas une thune. C'est plein d'incohérences comme ça. Et donc du coup, je vais encaisser et puis je vais regarder ce fameux reportage des enfants volés du Sri Lanka. Tu découvres quoi à ce moment-là? Je vais découvrir l'ampleur du trafic. Que déjà, certaines femmes étaient payées même pas 50 € pour laisser leur bébé. C'était quelques roupies, hein. Donc, elles sont payées 50 balles pour laisser leur bébé. Je vais découvrir ce que c'est que les fermes à bébés. Donc, c'est des maisons où, en fait, tu as des bébés qui sont à même le sol sur des matelas. Et puis, tu as des femmes qui sont payées pour jouer le rôle des mamans, qui viennent, qui mettent des biberons et qui se cassent, quoi. Il y a combien de bébés comme ça? Je dirais une vingtaine. Alors après, je sais pas comment c'est dispatché, hein. Bien sûr. Mais quand tu vois certaines photos, tu vois qu'il y a quand même pas mal de bébés les uns à côté des autres, quoi. Et puis, tu vas découvrir qu'au-delà du trafic d'enfants, il y avait aussi un trafic de prostitution, où il y avait des femmes sri-lankaises qui étaient payées pour coucher avec des hommes blancs, pour avoir des bébés à la peau plus claire, pour répondre à la demande européenne. Et donc là, ça fait tilt. Je me dis, quand elle a parlé de ma couleur de peau, mon adoptante, quand elle m'a dit que j'avais la peau plus claire, je me suis dit, en fait, elle a vu le reportage. C'est pour ça qu'elle m'a fait cette réflexion. Elle l'a vu, ce reportage, c'est obligé. Comment une adoptante peut arriver et te sortir ça si elle n'a pas vu le reportage avant? C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était au courant. Mais qu'elle t'a acheté? Qu'elle a acheté un bébé, du coup? C'est comment ça? À ce moment-là, je pense que oui. Elle a participé à un trafic d'enfants, mais qu'elle ne connaissait pas l'ampleur non plus de tout ça, donc on peut pas tout lui mettre sur le dos non plus. Donc je lui accorde encore le bénéfice du doute. Tu vois, on est en janvier 2024, donc je commence à lui laisser encore le bénéfice du doute. Et puis moi, je me concentre surtout sur moi à ce moment-là. Vraiment, parce que je sens que je suis en train de partir et que vraiment, il faut que je me relève. J'ai compris à ce moment-là qu'en fait, si je prenais pas soin de moi, personne n'allait le faire pour moi. Déjà, j'ai commencé par accepter mes émotions. J'ai accepté d'être triste, parce que ce que je vis, c'est triste, hein. Et puis surtout, c'est là où je me suis dit que c'est pas anodin. C'est que le fait d'avoir appris cette pseudo-vérité, ça m'a apporté énormément de soulagement. Et que la colère était partie. C'est comme si, tu vois, la colère, c'était pas mon ennemie, elle était là pour me protéger. Et que maintenant que j'ai appris la vérité, elle pouvait s'en aller. À ce moment-là, je vais entreprendre des démarches. Je vais commencer à faire des recherches au Sri Lanka. Donc, je vais commencer déjà par récupérer l'intégralité du dossier d'adoption. Donc, je vais contacter la MAI, qui est la Maison d'adoption internationale à Paris, puisque les dossiers sri-lankais ont été rapatriés en France. Ouais. Donc, tous ceux des années 80, tous les dossiers d'adoption ont été rapatriés. Ça veut dire qu'ils pourraient avoir l'original du dossier d'adoption? Oui, c'est ça. Ils ont l'original, en tout cas. Je demande au conseil départemental de la Loire pour le consulter parce que tu ne peux pas consulter ton dossier librement. Tu dois forcément être en présence d'une assistante sociale pour justement t'aider et répondre à tes questions si tu en as. Donc ça a pris un peu de temps. Entre-temps, moi, je continue mon évolution. Donc en juillet 2024, j'ai décidé de m'appeler Nalini Priya. Et pour te dire à quel point ça a été très bien accepté, c'est que quand je suis arrivée, je m'en souviens, à 11h, je suis arrivée devant l'officier d'état civil avec mes papiers. Je lui dis, voilà, je voudrais changer de prénom. Donc j'ai dû justifier pourquoi, apporter des lettres de recommandation, enfin ce genre de choses. Et le même jour, à 15h, l'officier d'état civil m'appelle et me dit, c'est bon, vous vous appelez Nalini Priya. Voilà. Donc pour te dire à quel point j'ai pleuré au téléphone quand il me l'a annoncé parce qu'en fait pour moi c'était vraiment un renouveau et j'en avais besoin. Et puis tu vois, comme les bases qu'on a voulu me donner étaient bancales, j'ai voulu me recréer des bases à moi. Tu décides de poursuivre l'enquête. Il y a d'autres éléments que tu découvres en cours de route? Oui, alors en fin juillet 2024, je consulte mon dossier avec l'assistante sociale, donc au conseil départemental de la Loire. Donc tu sais, c'est des grandes feuilles XXL comme ça qu'elle m'a imprimées. Et puis moi, je consulte le dossier. Et puis en fait, là, je commence à voir des courriers que mes adoptants ont signés et qui vont contredire en fait la version de ce qu'ils me racontaient, à savoir cette adoption au Mexique. Moi, je pense qu'elle n'a jamais eu lieu, cette adoption au Mexique. Je pense qu'elle n'a jamais eu lieu parce que déjà, les frontières, elles n'ont jamais fermé suite au tremblement de terre puisqu'ils ont demandé l'aide internationale. Et qu'en plus de ça, le dernier tremblement de terre au Mexique est en septembre 85 et qu'en mars-avril, il y a eu la Coupe du Monde de foot. Donc les frontières, elles n'ont pas fermé. Et quand bien même, si l'adoption n'avait pas pu se faire, elle n'aurait pas été annulée, elle aurait été simplement reportée. Parce que dans sa version, je ne sais pas si tu te rends compte, mais quand elle me dit « ouais, je devais partir au Mexique chercher un enfant, mais il y a eu le tremblement de terre », ça veut dire quand même qu'il y avait déjà un enfant d'engagé dans la démarche. Donc,
tu te rends compte quand même à quel point c'est horrible, parce que ça voudrait dire qu'en fait, ce gamin-là, il est resté sans parents au final. Ouais. Donc, c'est assez inhumain, je trouve, quand même. Donc, pour moi, tu vois, déjà, là, il y avait un problème. Et puis, je vais découvrir d'autres papiers. Et puis, on va parler pendant très longtemps, pendant bien 2 heures. Et à la fin de ce rendez-vous, elle va me regarder et elle va me dire ceci. Et ça va me choquer, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Elle me dit, écoutez, je suis vraiment désolée. Je vous présente mes excuses. La DAS de la Haute-Savoie, c'est un organisme, tu sais, pour les enfants. Elle me dit, la DAS de la Haute-Savoie a failli dans son travail. Elle aurait dû vous retirer de cette famille. Vous n'auriez jamais dû vivre ça. Et si même elle te dit ça, c'est que vraiment, ça devait être grave, tu vois. Vraiment, ça devait être assez grave. Et c'est là où tu te dis que, il y a quand même de gros soucis. Il y avait quand même de gros soucis à l'époque dans le système de l'adoption. Parce que, effectivement, ils n'auraient jamais dû avoir le droit d'adopter ces gens-là. Et en février 2025, là, ça va être le choc, puisque donc l'organisme Partenariat qui travaille au Sri Lanka dans la recherche des origines contacte le SSI. Donc le SSI, c'est les services sociaux internationaux. C'est eux qui me suivent en France actuellement, qui me permettent d'avoir un soutien psychologique par semaine, tu vois, qui font beaucoup de choses, qui m'annoncent que l'intégralité de mon dossier d'adoption est faux. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien. Que ce soit les gens, soit ils ne me connaissent pas, soit ils ne sont pas les personnes qui sont censées être. Les lieux ne correspondent à rien. Les dates ne correspondent pas. Cette maman est inconnue puisqu'ils ne la retrouvent pas. Il n'y a rien. Il n'y a aucune piste concrète. Donc, ouais, là, c'est dur. C'est très dur parce que tu te rends compte qu'on t'a créé une vie, on t'a menti. C'est des gens qui attendaient de moi que je sois une gentille petite fille, bien respectueuse, bien dans les codes, bien dans les règles, alors que eux, pardon pour l'expression, mais c'est des pourritures phénoménales. C'est un peu la douche froide en fait, parce que tu vois, j'attendais pas forcément quelque chose, mais j'attendais au moins qu'il y ait peut-être un indice, tu vois, pour arriver à... Là, il y a rien. Il n'y a rien. Et donc, à ce moment-là, il va me dire est-ce que vous avez vu votre photo sur votre visa est-ce que c'est vous? Et je lui dis, mais photo sur mon visa? Il dit, si, il y a la photo sur le visa. Je dis, mais moi, dans les papiers que l'assistante sociale du conseil département de la Loire, il n'y a pas. Donc, je reprends les grandes feuilles, là, XXL, et puis je regarde et je vois qu'il n'y a pas. Il me dit, mais elle vous a pas transmis tout le dossier? Écoutez, il manque des papiers. Donc là, en fait, il va me les envoyer par mail. Et puis là, jackpot. Allez, là, en fait, toutes les théories, en fait, sont confirmées. Alors, la première chose, c'est que je vais découvrir mes adoptants ne sont pas si victimes que ça, puisqu'ils ont pris part et sont responsables à leur échelle dans ce trafic d'enfants. Tout simplement parce que sur ma demande de visa, c'est elle qui l'a remplie. Elle a mis un nom de ville qui n'existe absolument pas et qui n'est absolument pas présent sur les autres papiers du dossier. Donc là, tu te dis, tu es dans un pays que tu connais pas, tu dois remplir un document qui est quand même officiel, c'est un visa. Tu regardes pas sur les autres papiers les noms de villes. Non, tu vas en noter un faux. Mais un qui n'a rien à voir. Tu verras par toi-même, je t'ai apporté toutes les preuves, ce nom de ville n'existe pas. Donc là, tu te dis, ok, bon, ok. Tu vois aussi que la demande de visa est faite, on s'est demandé, il y a un courrier qui dit que c'est urgent parce que les adoptants doivent repartir le 24 octobre. Voilà, donc ça doit être assez urgent. Il y a un document avec le tampon affiché, accord de visa, qui a été accordé le 29 octobre, soit 5 jours après qu'ils aient quitté le pays. Donc il va falloir m'expliquer comment on peut faire sortir un enfant d'un pays sans avoir l'accord d'un visa. Donc si là, ça ne veut pas dire que les autorités n'étaient pas impliquées là-dedans, je ne comprends pas. Parce qu'on ne peut pas généralement faire sortir un enfant d'un pays si le visa n'est pas là. Moi, ils étaient déjà en France quand ils ont obtenu l'accord. Donc, il y a un problème quelque part. Ensuite, celui-là, il est magnifique, il est magistral, c'est le premier. Alors là, je me suis dit, mais ils se foutent royalement de ma tronche quand même. Je pense savoir pourquoi ils l'ont enlevé. En fait, tu as un premier document où tu vois le nom de la famille, la date d'arrivée, le 6 octobre. 6 octobre 1986. Mon consentement d'adoption signé de la main des 2 parents adoptifs,
a été fait le 6 octobre. Donc ça veut dire qu'en gros, ils sont arrivés le 6 octobre et limite à l'aéroport, ils ont signé l'accord de... Tu vois, tu sens que le délai, déjà, le timing est express. Hein. Tu sens qu'il n'y a pas le temps de traîner. Hein. Et puis surtout, donc jugement le 20 et enfin départ le 24. Hein. Donc tu vois que c'est quand même assez express hein, le bazar. Il ne faut pas trop s'attarder au Sri Lanka. Et juste à côté, tu as adresse de l'hôtel. Donc tu vois le nom, Renuka, chambre 307. Dans le trafic, il est dit que les bébés étaient présentés dans divers endroits et parfois dans des chambres d'hôtel. Donc là, je comprends tout de suite. Pourquoi on aurait noté le numéro de chambre dans un dossier d'adoption? Il n'y a pas de raison. Si ça était vraiment légal, il n'y aurait pas eu besoin de mettre le numéro de chambre. On aurait juste mis l'adresse de l'hôtel et puis point barre. Là, il n'y a même pas l'adresse. C'est juste chambre 307. Donc tu fais vite le rapprochement. Et puis, il y a un autre papier qui date du 25 mai 1986, qui a été écrit de la main de mon adoptante, où elle dit qu'elle a constitué le dossier d'adoption et donc qu'elle envoie donc une photocopie, etc., etc. Mais si vraiment il y avait eu une adoption au Mexique, pourquoi elle aurait besoin de constituer un dossier? Enfin, le dossier aurait été le même. Ouais, bien sûr. Donc, il n'y aurait pas eu besoin d'en refaire. Et quand bien même, elle aurait marqué sur le papier, soit reconstitué ou transféré, mais pas constituer un dossier. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y avait aucun dossier fait d'avant. Donc, cette adoption au Mexique, elle est en train de tomber à l'eau. Enfin, vraiment, je suis en train de me dire, mais il n'y en a peut-être jamais eu. Parce que les termes que tu emploies, la façon, les dates, et, tu vois. Et puis, tu te rends compte, enfin, adoption au Mexique, septembre 85, tremblement de terre. Au mois d'avril, elle a déjà l'accord pour adopter un enfant au Sri Lanka. C'est assez rapide quand même, hein. C'est quand même super rapide. Donc déjà là, tu te dis que y a un souci. Et puis, il y a un énorme mystère autour de ma naissance. Puisque l'acte de naissance a été prouvé que c'était un faux. L'acte de naissance que j'ai en ma possession, c'est un acte de naissance fait le 7 octobre. Donc déjà, je suis censée être née le 14 septembre. Un acte de naissance, ça se fait pas aussi tard. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas attendu que je sois adoptable pour pouvoir me faire un acte de naissance? Moi, je pense que c'est ça. Donc, en fait, on a attendu de valider l'adoption par mes adoptants pour me donner une présence légale sur cette terre. Tu te rends compte comme c'est horrible? C'est-à-dire que vraiment, j'ai cette sensation d'être une marchandise, en fait. Donc, le 7 octobre, acte de naissance. Et donc, l'hôpital où je suis censée être née va confirmer que non, ce n'est pas un acte de naissance légal, que non, il n'y a pas d'enfant Shanti né le 14 septembre 1986 dans leur hôpital. Ni avant, ni après. Hein. Il n'y a pas d'enfant. Donc déjà, ça, c'est la première chose qui fait penser que je ne suis pas née dans cet hôpital. Ça, c'est clair et net. Il y a aussi des questions de poids, parce qu'il y a un acte médical, une visite médicale qui a été faite le 4 octobre, où je pèse 2,5 kg. Alors, je suis née le 14 septembre 1986 à 1,6 kg, donc ça veut dire qu'en 20 jours, j'ai pris 900 grammes, ce qui est énorme. Je tiens à rappeler juste le contexte, on est au Sri Lanka en 86, on me met à l'adoption parce qu'on n'a pas les moyens et je prends 900 grammes. J'ai 2 enfants, je peux te garantir que non, ils prennent pas 900 grammes à la naissance, hein, faut pas rêver. Et puis, je suis censée avoir une hernie ombilicale. À mon arrivée en France, j'ai plus d'hernie et je pèse 3 kilos. Donc, une hernie, ça disparaît pas comme ça. Voilà. Donc, déjà, tu te dis, il y a un souci dans la version qu'elle raconte. Parce que moi, elle m'a toujours dit, mon adoptante, que j'étais un bébé horrible parce que je mangeais 15 fois par jour. Sauf que je vais te montrer mon carnet de santé. C'est écrit 4 à 5 repas par jour. Donc, les 10 autres fois, elles sont où? Voilà. En termes d'évolution, donc de ma naissance au 4 octobre, soit 20 jours après, je prends 900 grammes. Mais après, si tu veux, l'évolution, elle se fait beaucoup plus lentement. Tu vois, je vais prendre 500 grammes, 300, puis après, ça va remonter. À 3 mois, je pèse 4 kilos, qui n'est pas énorme. Hein, parce que moi, mes enfants, à 3 mois, ils sont déjà à 5-6, en sachant qu'ils avaient quand même de bonnes conditions physiques. Hein. Donc, mais en termes d'évolution, si tu veux, ça ne me choque pas. Mais c'est juste, tu vois, de ma naissance aux 20 jours, je prends 900 grammes. Ouais. Alors qu'après, je prends 500, 300 et 700. J'ai jamais atteint un tel niveau de grammage en termes de poids. Du coup, tu penses quoi? Tu penses que tes parents, ils t'ont acheté? Ah oui, moi je pense que déjà, oui, il y a eu un aspect monétaire là-dedans. De toute façon, c'est des gens qui avaient de l'argent à l'époque. Hein. Puis elle a menti. Si tu regardes bien les choses, dans les 2 cas, elle ment. C'est-à-dire que moi, elle m'a raconté que j'avais vécu 1 mois dans une maison d'avocate avec ma maman et qu'elle ne m'avait pas vue avant le jugement. Sauf que maintenant, j'ai la preuve qu'elle m'a rencontrée dans sa chambre d'hôtel. Donc déjà, c'est qu'elle ment.
Et si j'avais soi-disant mangé 15 fois par jour. Ça voudrait dire que quand ils sont arrivés le 4 octobre, j'étais avec eux dans cette fameuse chambre et qu'effectivement, elle me donnait des bibes à foison parce qu'elle savait que j'étais maigre. Donc, ça confirme aussi qu'elle ment sur le fait qu'elle dit à tout le monde qu'elle ne m'a jamais vue avant le jugement. Donc, si tu veux, dans les deux cas, elle ment. Donc maintenant, explique-moi comment on peut construire une relation saine et équilibrée avec son enfant quand on lui ment dès le départ, quand on lui crée une vie basée sur un mensonge. Comment tu veux avoir une relation saine avec des gens comme ça après? C'est pas possible. Demain, toi, tu veux adopter un enfant, tu vas pas adopter un enfant sans l'avoir vu avant. On est bien d'accord? Tu veux t'assurer qu'il aille bien, tu veux t'assurer que il y en a réellement un, surtout dans des pays défavorisés. Donc tu t'assures. Donc sa version, pour moi, elle tient pas. Et effectivement, moi je pense qu'effectivement, elle m'a acheté, puisque il y avait quand même des grosses listes de cadeaux à faire, donc je pense que ça passait par là. Il y avait des trucs à payer en plus, donc en fait ils se faisaient payer comme ça, les membres du trafic. Et puis de toute façon ils le disent dans le reportage, qu'ils se font payer comme ça, soit en cadeau, soit dans des frais de dossier, des machins, des nuits d'hôtel. Voilà, on en arrive à des 5 000, 6 000 euros, et pour à l'époque et au Sri Lanka, c'est énorme. Hein. Donc, par bébé donc. Pour un bébé, ouais. Tu vois, ce qui est tragique, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils m'ont volé ma vie. Voilà, moi aujourd'hui, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on m'a volé ma vie. On m'a volé ma vie. On m'en a créé une autre pour que deux personnes puissent satisfaire leurs besoins personnels, narcissiques et égoïstes d'avoir un gosse. Parce qu'en fait, s'ils m'ont adopté, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir de deuxième enfant. Donc, pour moi, ils ont satisfait leurs besoins, ils en avaient rien à foutre, ils voulaient juste un gosse, ils en avaient rien à foutre du gosse. Ils voulaient juste un gosse, pour dire d'avoir un gosse. Et c'est pas une question d'être méchante, hein, c'est pas une question de tout ça. Hein. C'est que c'est la vérité, c'est les faits. Les faits sont là. Je veux dire, à quel moment tu adoptes un enfant pour lui taper dessus après? Parce qu'il y a d'autres choses que tu découvres en cours de route? J'ai plus qu'à attendre. J'ai plus qu'à attendre maintenant. Moi, j'aimerais vraiment insister avec toi sur quelque chose, pour toutes ces personnes extérieures à l'adoption. Je suis encore une fois ni ingrate, ni méchante. Quand on adopte un enfant, quand on a un enfant, apporter une éducation, apporter à manger, apporter un lieu sécurisant et sécurisé, c'est, j'ai envie de dire, une obligation parentale. C'est ce pourquoi on vous a donné l'agrément. C'est en aucun cas un cadeau fait à l'enfant adopté. Donc l'enfant adopté n'a pas à avoir à porter cette responsabilité-là. Donc il n'a pas à être reconnaissant d'avoir eu une éducation, d'avoir vécu une vie merveilleuse. Non, parce qu'en fait, ça, c'est la responsabilité des adoptants. C'est ce pourquoi ils ont signé. Donc, à aucun moment, en fait, on devrait demander à un enfant adopté d'être reconnaissant. Parce qu'on déjà, on n'a pas choisi, on a été déraciné. Alors, pour certains, ça va très, très bien se passer. Et je le dis encore, il n'y a pas que des adoptions ratées. Je ne fais aucune généralité. Il y a aussi de très belles adoptions, des enfants qui aiment leurs parents. Et ça, c'est génial et j'aurais adoré. D'ailleurs, si un parent super gentil veut m'adopter, il n'y a pas de souci, moi je serais ravie. Tu vois, par pitié, arrêtez de penser qu'on n'est pas reconnaissant ou ingrat parce qu'on ose témoigner aujourd'hui d'une réalité. Je vous rappelle que, évidemment, si vous aussi vous avez vécu une histoire, que ce soit terrifiante, que ce soit angoissante, choquante, peu importe, vous avez un mail qui s'affiche juste ici pour envoyer un petit récap de votre histoire. On se fera un plaisir de vous faire passer dans StoryCube. Et pour les autres, passez une très bonne soirée. C'était Nora.